Bonsoir, mon nom est Jean-Marc Leroy et je suis le directeur général de Storengy. Storengy, c'est une des filiales de GDF Suez qui travaille dans le domaine des infrastructures. Donc on est concurrents avec mon célèbre voisin. Et on travaille dans les infrastructures et particulièrement nous dans le domaine du stockage de gaz souterrain, qui est une technique très particulière qui a plus de 60 ans d'âge et qui vise en fait à assurer essentiellement en hiver les moyens de modulation, parce que comme on consomme plus de gaz en hiver qu'en été, il faut effectivement, quand on n'a pas la chance d'avoir des gisements sous les pieds, de pouvoir reconstituer ces gisements en utilisant la nature et mettre à disposition des fournisseurs qui alimentent le marché du gaz ces gisements reconstitués. On stocke en France 12 milliards de mètres cubes de gaz, c'est-à-dire à peu près un tiers de la consommation française. Donc vous voyez que c'est des objets qui sont relativement massifs, tant d'un point de vue industriel que d'un point de vue économique. Alors on n'est pas tout à fait une centrale nucléaire, mais on ressemble en termes économiques un peu aux problématiques des barrages, des steppes, des choses comme ça qui permettent effectivement de fournir de l'énergie en période de pointe. Storengy, on est présent dans 3 pays européens, France, Allemagne et Grande-Bretagne, avec 22 sites. Mais on est également installé maintenant avec un bureau à la fois à Pékin, et on travaille sur le marché chinois également, mais aussi en Inde, puisque compte tenu de l'état de santé du domaine de l'énergie en Europe, nous pensons que trouver des relais de croissance dans des pays émergents et à croissance plus soutenue est aussi un enjeu important. Et ce que je voudrais vous exposer aujourd'hui, c'est comment, finalement, la problématique de la sécurité s'articule face à toutes ces problématiques. Comment elle s'est articulée dans le temps, d'abord, à travers le développement de ces infrastructures en Europe et leur acceptation. On a 22 sites en Europe. Comment aussi on s'est nourri de la culture de différentes entreprises, Gaz de France, Suez, mais aussi par le levier d'acquisition Exxon, enfin un certain nombre d'entreprises, notamment ExxonMobil, un certain nombre d'entreprises venant de l'exploration-production, comment tout ça a nourri notre réflexion et notre culture, comment ça a fait évoluer notre vision sur le management de la sécurité, et surtout maintenant, comment je voudrais vous faire partager aussi ma conviction du fait que la sécurité, le management de la sécurité est clairement pour nous un atout compétitif, et ça c'est un vrai enjeu économique pour notre développement. Alors les étapes, je ne vais pas tellement insister là-dessus, parce que finalement, c'est un peu un processus d'apprentissage par lequel on est passé, avec des phases de développement. Alors il y avait comment on les appelle, les 30 glorieuses. Il fallait construire. Ça a été des centrales électriques pour EDF, c'était des stockages souterrains pour Gaz de France et des réseaux. Donc ça l'époque, fallait construire. Et l'approche de la sécurité, je dirais, à ce moment-là, était grosso modo assez empirique. Et très, très axé sur des problématiques techniques. Assurer la continuité d'approvisionnement, c'était ça l'élément essentiel. Les infrastructures avaient du mal à suivre le développement de l'énergie, et donc on ne pouvait pas se permettre de perdre la moindre infrastructure, donc il fallait accompagner ce développement, et la sécurité était essentiellement dictée à la fois par une approche très empirique, mais aussi par une vision très technique. Il y a une deuxième étape qui... j'allais dire qu'on peut situer un petit peu en amont de ces vaisseaux, sur lesquels notre approche est devenue beaucoup plus systémique, si je puis dire. C'était le développement des méthodes en matière de management de la qualité, avec d'abord des systèmes qui étaient très empilés. On avait un système de management de la qualité, un système de management de l'environnement, un système de management de la sécurité. Puis un beau jour, on s'est aperçu finalement que tous ces systèmes étaient extrêmement convergents et en fait que c'était un seul système. Et donc on est passé, toujours dans une vision, je dirais, systémique, dans une approche complètement intégrée. Et là, l'enjeu, c'était effectivement d'accompagner le phénomène d'ouverture des marchés et donc de commencer déjà une transformation culturelle de l'entreprise. Et on verra que la sécurité y joue un grand rôle. Et puis maintenant, on est dans une phase, je dirais, de maturité, avec, comme vous le savez, des consommations énergétiques en Europe qui n'augmentent plus.
Et je dirais qu'on... Donc là, la solution en termes stratégiques, elle est très simple. Il faut maintenir, tant que faire se peut, nos positions en Europe, notamment nos positions économiques, et puis utiliser nos savoir-faire pour nous projeter sur nos nouveaux métiers. Et en matière de sécurité, je dirais qu'on a vraiment engagé une autre phase, parce qu'on a vite aussi touché les limites de l'approche systémique, notamment à travers un certain nombre de situations d'imprévus, de crises, hein, que vous décrivez le mieux possible l'ensemble de ce qui peut arriver, mais généralement, ce qui se produit n'était pas prévu dans le système. Et donc, on travaille depuis un certain nombre d'années maintenant avec l'appui de l'ICSI notamment, sur une approche que je qualifierais, alors on peut l'appeler plus sociologique pour que ça rime en hic aussi, ou étiologique, mais l'idée c'est quand même de s'attaquer beaucoup plus aux racines profondes, et donc au comportemental. Et donc alors bien sûr, la logique ne consiste pas à dire on élimine une approche au fur et à mesure qu'on prend si un stade. C'est comme dans toute phase d'apprentissage, on se sert de ce que l'on a acquis et on se sert bien sûr de l'approche systémique pour construire l'approche plus comportementale, parce que nous avons besoin, bien entendu, dans cette approche comportementale, d'avoir un certain nombre de références, et ces références, elles nous sont données par l'approche systémique. Ce que je voudrais souligner également, c'est qu'il y a un autre élément qui me paraît essentiel, c'est le clair lien que je fais entre sécurité et performance économique, génération de revenus. Alors, il y a eu une étude que j'aime bien citer, hein, qui est le Survey on Relationship Between Productivity and Occupational Safety and Health, qui vient du Japon, qui démontre clairement ce lien, mais ce lien, on peut l'observer, je dirais, assez quotidiennement. Et c'est logique, puisque je le rappelle, on ne manage pas la sécurité de 8 à 9 ou de 8h30 à 9h30, et puis la qualité et ensuite la performance. On est bien dans une logique commune, et c'est la force du système que nous devons développer, c'est justement un système qui permet d'avoir un certain nombre de procédures, de grilles de repères, qui permettent derrière de prendre des décisions qui sont tournées vers une convergence d'objectifs. Alors, bien entendu, cette sécurité, c'est aussi pour nous... on travaille, vous l'avez compris, avec des mots qui s'appellent sécurité d'approvisionnement. On travaille avec des sujets qui touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens, qu'ils soient français, anglais ou allemands. On ne peut pas être défaillant. Et cette vision de la sécurité, elle se complète aussi avec ces problèmes qu'on appelait autrefois, et quelquefois un certain nombre de mes partenaires sociaux me le rappellent, des enjeux de service public, mais qui sont surtout des enjeux de service au public, hein, leur garantir, je dirais, la sécurité énergétique auxquels ils peuvent prétendre. Alors si on en vient maintenant aux évolutions un peu plus en détail de nos systèmes de sécurité, je dirais que je me suis bien retrouvé dans le livre de M. Malberti en me situant, je dirais, dans le troisième modèle organisationnel. Alors c'est une approche sûrement d'ailleurs un peu française, on y reviendra aussi, mais compte tenu de notre caractère industriel, clairement nous avons opté pour un modèle d'organisation de la sécurité, j'allais dire ultra maîtrisé, basé donc sur des procédures extrêmement encadrées qui visent essentiellement à prévenir les accidents. Donc on a mis, comme je vous l'ai dit, en place un système de management intégré. C'est clairement la colonne vertébrale de l'entreprise. Mais au-delà, et par moi, c'est un outil qui permet d'inscrire la sécurité dans des méthodologies d'analyse de risque. C'est-à-dire que la sécurité, le management de la sécurité, pour moi, et son référentiel, les choix que l'on fait, ne peut s'inscrire que dans une vision des risques, de ceux que l'on peut accepter de prendre, de ceux que l'on a le droit de prendre, de ceux qu'on n'a pas le droit de prendre. Hein, et cette acceptation, et cette gestion des risques, donne et doit guider toute structure en matière de management de la sécurité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que je dirais que c'est aussi un des fondamentaux de l'approche comportementale. Hein, on a fait la procédure et on va sur le chantier, et le chantier, il n'est pas configuré comme c'était marqué dans la procédure. Donc il faut bien qu'on arrive à travailler avec nos collaborateurs, avec nos salariés, pour leur dire, bon, voilà, maintenant, quels sont les risques que vous voyez qui étaient prévus dans la procédure, qui n'étaient pas prévus, comment vous allez gérer ce référentiel de risque, qu'est-ce qu'il est acceptable ou pas de considérer. Et ça, c'est un sujet, l'acceptabilité
du risque est un sujet extrêmement compliqué parce que on voit bien qu'en matière de sécurité, dès qu'on accepte une tolérance, on met le doigt dans un système qui peut être assez rapidement croissant et les frontières de la tolérance se déplacent et on aboutit derrière un système qui peut, lui, devenir potentiellement dangereux, que ce soit pour la sécurité des personnels, que ce soit pour la sécurité et la sûreté des installations. Donc on a besoin, d'où l'intérêt d'avoir ce système de management des risques qui permet justement de définir clairement une certaine limite en disant, voilà, au-delà de ça, il n'y a pas de tolérance. Et ça permet aussi, je dirais, de rendre nos salariés acteurs de leur propre sécurité en définissant finalement un espace d'action dans lequel ils peuvent, eux aussi, à leur niveau, contribuer à alimenter cette sécurité. Alors ça passe aussi par des petites actions très simples que l'on a systématisées. Briefing, débriefing. Le briefing, il vise tous les matins, sur le chantier, à réunir les intervenants avec le responsable et à constater effectivement les éléments imprévus, le prestataire qui est en retard, l'encombrement du chantier qui n'a pas été suffisamment dégagé, et à intégrer, au-delà de la procédure, à compléter, je dirais, la procédure par une mise en opération qui permet d'intégrer les risques nouveaux, réels, apparus sur le chantier. Puis bien sûr, comme on est dans les systèmes d'amélioration continue, débriefing le soir, pour essayer là de travailler sur les racines profondes en disant mais pourquoi le prestataire était en retard, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc., de manière à éliminer progressivement un certain nombre d'impondérables qui sont tous plus ou moins gérables. Et ce qui me paraît essentiel, et on le voit bien aussi quand on se projette sur des nouveaux marchés, je le redirai tout à l'heure, je crois que le management de la sécurité est un atout pour beaucoup d'entreprises françaises qui sont assez exemplaires dans ce domaine. Et sur des marchés émergents, c'est aussi quelque chose que nos partenaires recherchent. Et on a un dialogue extrêmement riche au départ, parce que les premières questions qu'on leur pose, quand ils veulent qu'on les aide à mettre en place des installations, c'est de leur dire quelle est votre conception, c'est quoi votre philosophie de la sécurité. Et après, nous, on va vous aider en termes de conseils, d'ingénierie, d'optimisation, à travailler vos installations pour qu'elles répondent à votre objectif. Mais il n'y a pas une réponse absolue. Il y a bien sûr un absolu qui est le réglementaire. La conformité réglementaire est une vertu. Et donc ça, c'est un incontournable. Mais au-delà de cet incontournable, il y a aussi quelle image, quel mode de gestion de risque les entreprises veulent et peuvent porter. Alors ça nécessite, ce lien avec le management des risques nécessite évidemment une boucle de retour périodique, c'est-à-dire une revue périodique des risques à partir à la fois des éléments de configuration stratégique, si je puis dire, ça c'est les éléments les plus globaux, mais aussi des éléments de remontée de terrain pour régulièrement réassesser nos différents risques, voire essayer de les évaluer, de les quantifier et voir en regard quel type de barrière, quel type de procédure on peut mettre, notamment aussi dans le domaine de la sécurité. Et bien sûr, il y a un sujet qui est essentiel là-dessus, c'est cette espèce de ligne de crête entre sécurité et continuité d'alimentation. Bon, pour l'instant, il est clair que dans le cas de Storengy, nous avons fait de la sécurité un objectif absolu, donc il n'y a pas de marge de manœuvre. On ne continuera pas à exploiter une installation, même si on a un problème de continuité, si elle met en jeu, à court terme ou à moyen terme, des éléments pouvant porter atteinte à l'intégralité des biens et des personnes. Donc ça, c'est une des limites qu'on s'est fixées dans le référentiel. Mais au-delà de cette limite, il y a un certain nombre de marges de manœuvre qui peuvent utilement être travaillées. Je voulais insister également sur un autre point, c'est le fait que quand on met en place, et vous le savez sans doute tous, quand on met en place des systèmes de management intégrés, qu'ils soient intégrés ou pas d'ailleurs, qualité, etc., on voit qu'au fil du temps et assez vite, j'allais dire, ils ont un peu tendance à décoller du réel et à se virtualiser. On a une espèce de second life, un monde idéal, où tout se passe bien généralement, puisque les acheteurs évaluent les informaticiens, les informaticiens évaluent les acheteurs, donc tout ça fonctionne d'une façon formidable, parce que chacun n'a pas envie que l'autre dise du mal. Et on a un système qui se virtualise. Ce qui est important, c'est qu'il faut donc trouver des dispositifs pour ancrer les systèmes de management dans le réel.
Il y a des dispositifs financiers, tout ce qui a trait au contrôle, enfin les financiers, de la sphère financière, tout ce qui a trait à l'audit, au contrôle interne, hein, qui permettent d'ancrer ça dans le réel. Le dispositif de management de la sécurité est aussi un élément essentiel pour ancrer un système de management dans le monde réel, en établissant justement ces cordes de rappel, ces revues périodiques qui nous permettent de rester en continu connectés à la réalité d'un terrain. Se forger une culture commune, c'est aussi un enjeu quand on travaille dans différents pays. Et ça, c'est d'une difficulté extrême. Je vais citer, il y a un chiffre que j'adore citer, hein. On a des stockages souterrains parfaitement identiques en termes de performance en Allemagne et en France. On s'est amusé un jour à regarder, on a été très simple, hein, on a simplement regardé les réglementations techniques. En France et en Allemagne, c'est les mêmes objets. En Allemagne, on a 5000. C'est énorme. En France, on a 35 000. Et avec une dérivée de l'ordre de 2 à 3 000 par an. Alors ça, forger une culture technique avec des éléments aussi différents, ça pose un certain nombre de questions. Ça pose la question du socle commun, ça pose aussi la question des racines réelles. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à des choses extrêmement différentes? Un jour, un salarié allemand m'a posé la question, mais vous qui travaillez dans différents pays, c'est quoi finalement les différences principales que vous trouvez? Alors, j'ai fait une réponse qui était improvisée, et donc forcément très caricaturale, et vous me pardonnerez. Mais j'ai dit, bah, c'est simple. Hein. En France, il y a plein de procédures et on ne les contrôle pas. En Angleterre, il y a beaucoup de contrôles et peu de procédures. J'irai en Allemagne, vous êtes à peu près entre les deux. Et ça, je crois qu'on a aussi un élément d'interrogation et de travail, notamment avec l'administration. C'est vrai qu'on a en France le principe de précaution, qui n'existe pas en Allemagne. C'est vrai que mes sites de stockage, en France, ils sont Seveso. En Allemagne, ils ne le sont pas. C'est marrant, c'est un truc européen, Seveso. Enfin, mais voilà, c'est comme ça. Donc on a des marges d'interprétation. Et je crois qu'on a aussi intérêt à avoir cette démarche culturelle et à essayer de dire à l'administration qui a un certain nombre de responsabilités qui sont toutes extrêmement respectables, elle a vécu ces différentes phases. Elle a vécu le système empirique. Elle est, à mon avis, assez aujourd'hui en France dans un système, je dirais, systémique. Excusez-moi la redondance. Et je pense qu'on a aussi intérêt à travailler avec l'administration pour regarder comment est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir les mêmes résultats avec des systèmes qui soient un peu plus légers, parce que 35 000 règlements par rapport à 5 000, ça pose simplement un tout petit problème de compétitivité. Hein. Tout ça a un coût derrière et ça affecte notre compétitivité. Inutile de vous dire que quand on se projette au Moyen-Orient, on est très heureux d'avoir l'expérience d'autres pays parce que on essaye de tirer le maximum d'intérêt de ces substances-là et de projeter un système qui nous paraît le meilleur compromis entre efficacité, simplicité, mais aussi cohérence. Et donc cette fameuse colonne vertébrale que j'évoquais tout à l'heure. Alors, sécurité à toute compétitivité, vous l'avez compris à travers tout ce que je vous ai dit, mais ça, c'est quelque chose qui m'a extrêmement frappé et j'ai eu l'occasion de rencontrer un ancien collègue qui est le représentant de la maison d'à côté en Chine, Martin Lès, qui m'a dit avoir vécu exactement les mêmes phases, un peu en amont de nous. Les premières questions, quand on travaille dans un pays comme la Chine, les premières questions que les gens nous posent, pour savoir si on est un interlocuteur crédible ou pas, c'est nos résultats sécurité. Pourquoi? Parce que quand on est sur un marché émergent, en train d'implanter des technologies, c'était le nucléaire à une certaine époque, maintenant c'est le domaine du stockage souterrain chez eux, pour accompagner le développement gazier et travailler aussi aux problématiques environnementales à travers un développement du gaz naturel plutôt que du charbon, ils cherchent à être bien sûr irréprochables, ne pas casser les technologies qu'ils vont promouvoir. C'est à la fois un enjeu d'image, mais un enjeu politique, un enjeu économique pour eux. Et évidemment, la performance sécurité est une des références qui est la plus recherchée. Donc c'est à la fois un sujet, bien sûr, de pérennité pour nous, dans les pays où nous sommes historiquement présents, mais c'est aussi un avantage compétitif parce que vous êtes des industriels. On voit bien les difficultés à implanter une installation industrielle dans un milieu qui
ne rêvait pas forcément de ça au départ. Et bien entendu, la maîtrise de la sécurité et la capacité que nous avons à démontrer cette maîtrise au quotidien par des systèmes renouvelés et pas simplement par des systèmes stables dont chacun perçoit un jour les limites, ça permet effectivement de développer l'acceptabilité de nos installations. Et ça, c'est à la fois un enjeu en termes de pérennisation de ces installations, mais c'est aussi un enjeu économique. Quand il faut se battre contre les populations environnantes avant d'implanter une installation, ça coûte, au bout des bouts, énormément d'argent. Donc être capable de faire la démonstration de cette maîtrise, non seulement à travers des intentions, mais surtout à travers des résultats et des choses tout à fait observables, c'est un élément aussi de notre compétitivité. Et j'allais dire, ce que l'on souhaite faire aussi, et ça c'est un enjeu peut-être pour l'avenir, j'ai beaucoup parlé du passé, l'enjeu pour l'avenir, nous sommes tous plus ou moins dans des situations où nos métiers se transforment en profondeur, parce que les fondamentaux, la mondialisation et les fondamentaux liés à cette mondialisation impactent tous nos métiers. Ces transformations ont un impact fort sur nos corps sociaux. Storengy, ça rassemble à peu près 1200 personnes, un peu plus de 800 en France, un peu 200 en Allemagne, une cinquantaine en Grande-Bretagne, une dizaine en Chine et quelques-uns en Inde en ce moment. Donc tout ça, et l'intérêt aussi de la sécurité, c'est la sécurité outil de performance dans le sens où nous constituons, à travers l'enjeu sécurité, la vision et le management de la sécurité, un espèce de référentiel qui est un socle aussi pour notre personnel, pour se projeter dans le futur. Dans un monde de plus en plus incertain, ça rassure aussi d'avoir un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut se dire, bon voilà, là-dessus on sait qu'on va pouvoir construire, on sait qu'on a obtenu des résultats, on va continuer à travailler ces résultats, et même si un certain nombre de choses se transforment autour de nous, et nous avec, on sait qu'on va pouvoir garder cet éclairage et cette référence qui est la vision que l'on a et nos valeurs en matière de sécurité. Alors bien sûr, ça passe aussi par un dialogue et une exemplarité. J'attache beaucoup d'importance à ce que mon DRH, à ce que ma directrice financière fasse des visites de sécurité sur les sites et pas simplement réserver ça ou cantonner ça au champ technique, parce que ça permet aussi de replacer la problématique de sécurité dans des enjeux beaucoup plus globaux, d'ouvrir des angles de dialogue un peu inhabituels, mais dont tout le monde a besoin, parce que ça permet aussi, quelque part, de montrer, bien sûr, un engagement collectif de la part du management, ça c'est clair, mais aussi de replacer ça dans les différents enjeux fondamentaux de l'entreprise. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel. Je serais ravi d'essayer de répondre à vos questions plus avant. Mais je répète clairement, la dynamique créée autour de la sécurité et cette dynamique de progrès continu est une dynamique à la fois qui nous permet de nous projeter, mais ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'on se nourrit aussi des expériences. Et le fait d'aider un certain nombre de collègues chinois à travailler nous incite à comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent, et ça a un impact évidemment sur la façon dont nous, on se projette. Donc c'est pas simplement une espèce de relation unilatérale qui se construit, c'est une relation bilatérale de co-construction, de co-transformation, et c'est aussi la diversité de ces expériences est très très favorable à la transformation, ce que j'appelle la nécessaire transformation des entreprises pour continuer à s'adapter au monde dans lequel elles évoluent. En gros, tout ça, c'est de la performance. Voilà. J'espère avoir respecté à peu près mon créneau. Merci. Et je serai ravi de répondre à vos questions.